Alors, maintenant, nous restons dans l'histoire. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michel Boisbouvier pour son ouvrage « Pétain, trahison ou sacrifice ?» point d'interrogation, et Louis-Christian Michelet pour la légende gaulienne. Ces deux ouvrages étant publiés aux éditions Godefroy de Bouillon, comme l'est d'ailleurs l'école française et l'islam, je l'ai dit, de Louis Chagnon. Alors, pourquoi reparler aujourd'hui de Pétain, de Gaulle? Moi, je vais vous livrer mon sentiment, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Ce mois de novembre qui s'achève aura été marqué, outre une Obamania délirante, nous l'avons vu tout à l'heure, par une inflation démesurée de la gaulâtrie à l'occasion du 38e anniversaire de la mort du général, et surtout d'un matraquage publicitaire télévisuel sur l'historial des Invalides et le mémorial de Colombey à la gloire du réputé grand homme. Le 90e anniversaire de l'armistice de 1918, en revanche, ne nous a guère donné l'occasion d'entendre le moindre hommage, entre autres dans la bouche du président de la République, le moindre salut à la mémoire du vainqueur de Verdun et du stratège si humain, lui, qui dirigea l'offensive alliée victorieuse à la fin de la Grande Guerre. Un silence aussi assourdissant qu'inadmissible. Toujours tabou, toujours proscrit, le nom du maréchal Pétain, ce grand chef militaire et ce politique aussi rusé qu'habile, qui épargna le pire à la France, quoi qu'on en dise, de 1940 à 1944, et qui demeure la victime de la plus scandaleuse désinformation historique de notre temps. Je suis de ceux qui pensent qu'il reste urgent, pour l'honneur, mot ringard, je sais, et pour la vérité, de remettre les pendules à l'heure, comme on dit vulgairement, sans vouloir rallumer, bien sûr, ces guéguerres franco-françaises qui nous ont fait tant de mal, ces querelles entre pétainistes et gaullistes qui ne sont évidemment plus de saison. Il faut aujourd'hui porter un regard plus juste et plus serein sur ces deux personnages historiques. Il faut aujourd'hui laisser parler l'histoire, c'est-à-dire les faits, librement, clairement, sans passion excessive et sans exclusive. Complétant le dossier, si vaillamment et si brillamment ouvert par les ouvrages du général Le Groignec, que nous saluons avec respect, mes deux invités s'attachent eux aussi, preuves à l'appui, à défendre la mémoire du maréchal Pétain, notre bouclier des années noires. Ce qui les sépare, ou du moins les distingue, c'est qu'ils n'ont pas la même vision, pas du tout, du rôle, de l'action du général de Gaulle. Pour l'un, Michel Boisbouvier, le fondateur de la France libre, a été fort utile à la patrie vaincue, lui donnant sa place à la victoire des Alliés. Pour l'autre, Louis-Christian Michelet, usurpant sa réputation de premier résistant de France, il n'a fait que diviser les Français. Bon, on va essayer d'y voir plus clair, n'est-ce pas, au cours d'une controverse évidemment courtoise. Et je vais demander à monsieur Michel Boisbouvier ce qui l'a incité, justement, aujourd'hui, à publier ce livre consacré au maréchal Pétain, dont je rappelle le titre, Pétain, trahison ou sacrifice, et qui apporte beaucoup d'éléments nouveaux, on en parlera. Monsieur Boisbouvier. Je me suis révolté contre l'injustice que constitue le matraquage éditorial et médiatique qui consiste à attaquer Vichy massivement avec des historiens que je ne peux pas nommer mais que tout le monde connaît et que j'attaque dans mon ouvrage, et je me suis attaché à démontrer que tout repose sur des malentendus ou sur des falsifications. Je pense en effet
que quand on écrit ce qu'on écrit en faisant comme si la défaite n'avait pas eu lieu, on peut évidemment reprocher tout et n'importe quoi à la politique rusée, effectivement une politique de l'esquive, j'insiste beaucoup sur ce mot, bien sûr, qui a abouti à des malentendus considérables. Alors, une fois qu'on a compris cela, on peut tout reprendre sur des bases nouvelles, et c'est ce à quoi je me suis efforcé. Alors je dois dire, pardon de vous interrompre une seconde, que votre livre est préfacé par le professeur François-Georges Dreyfus, qu'on ne peut pas considérer comme un fasciste de la pire espèce. Bon, et qui est un homme d'une honnêteté scrupuleuse, qui a écrit d'ailleurs un fort intéressant ouvrage sur l'histoire du gouvernement de Vichy. Je ferme la parenthèse et vous rends la parole. Et c'est exact, je peux d'ailleurs révéler que tout maréchaliste qu'il ait l'air d'être dans son histoire de Vichy, comme moi, le professeur Dreyfus respecte le général de Gaulle et il m'a montré au-dessus de son bureau le portrait du général. Alors, on sent dans votre livre et dans les commentaires que vous en avez fait vous-même que votre désir secret et votre désir profond, c'est un peu de réconcilier à travers les années le maréchal Pétain et le général de Gaulle. Vous dites même que vous avez à plusieurs reprises senti à travers les écrits et les paroles du général de Gaulle un pétainisme sous-jacent et que, au fond, ils ont été élevés un petit peu dans les mêmes valeurs, l'un et l'autre. Absolument, ils ont été réunis par la mystique militaire du dévouement total envers la patrie. Et quand le général de Gaulle reçoit en 1952, je crois, François le Hideux, au cours de sa traversée du désert à l'hôtel La Pérouse où il résidait quand il venait à Paris, François le Hideux lui dit « Et maintenant, mon général, si vous le permettez, j'aimerais parler avec vous du maréchal, mais du vrai, celui que nous avons aimé, celui que nous avons connu. » Et à ce moment-là, c'est peut-être pas assez connu, le général lui répond « Oui, le maréchal était trop grand pour les Français. » Je crois que ça dit tout quand même. Ça dit tout, ça dit tout. Et d'ailleurs, vous-même, hein, vous dites quel est votre propos en écrivant « Alors que les pétainistes sont généralement anti-gaullistes, je prétends réconcilier ces deux moitiés de la France. » Et plus loin, alors vous évoquez le patriotisme et le nationalisme, c'est vrai qu'il y avait la force d'une mystique chez les deux hommes, et vous concluez dans ce petit texte de commentaire « Je suis persuadé personnellement que cette mystique explique le parcours d'un De Gaulle. Sans cette mystique, De Gaulle n'aurait pas eu le formidable culot qui l'a amené à se positionner aussi fièrement, tant vis-à-vis de Churchill que de Roosevelt. Or, ce fut payant pour la France. L'intraitabilité de Gaulle a rendu service, car c'est à elle que l'on doit d'avoir été présent à Berlin et à Tokyo à la signature des redditions. Elle exigeait la rupture, plus apparente que réelle entre les deux hommes, mais ceux-ci étaient d'accord sur le fond. Bon, c'est votre position, c'est votre thèse, ça correspond profondément à ce que ressentaient, à ce qu'espéraient beaucoup de Français sous l'occupation. Moi-même, j'étais adolescent et comme beaucoup de mes camarades et beaucoup de nos aînés, mes parents, mes grands-parents, on voyait, l'image a été reprise depuis bien des fois, on voyait Pétain comme le bouclier et on voyait le général de Gaulle à Londres comme l'épée. C'est cette image du bouclier qui nous a protégés autant qu'il était possible de le faire, d'une part, et d'autre part, le chef de la France libre étant en quelque sorte le combat à l'extérieur. Alors, Louis-Christian Michelet, je pense, n'est pas tout à fait d'accord. Il a été choqué, comme beaucoup, et comme le colonel Lepargneux, en visitant le mémorial, l'historial des Invalides, qui évoque la capitulation de la France, enfin, etc., etc. Et dans ce livre, La légende gaulienne, vous dites, je résume, je grossis le trait, mais enfin, ça revient à cela, vous dites qu'en substance,
le général de Gaulle a passé plus de temps à combattre Vichy, à combattre, entre guillemets, même ses alliés anglais et américains, qu'il ne s'est occupé à combattre les Allemands. Alors je vous laisse la parole. Ça reste mon opinion la plus indéracinable qui soit. Non seulement De Gaulle a passé le plus clair de son temps et dépassé le plus clair de son activité à combattre Vichy et à combattre nos alliés, mais j'ajouterai sur la liste l'armée française. Alors qu'en réalité, lorsqu'on attribue à De Gaulle le mérite d'avoir valu à la France une place parmi les alliés au moment de la capitulation allemande, je m'inscris très violemment en faux. Ce n'est pas à De Gaulle qu'on est redevable de cette distinction, si j'ose dire, c'est à l'armée française. À l'armée française, il faut être très clair, l'armée d'Afrique, c'est-à-dire celle qui s'est repliée sur l'Afrique du Nord, a été reconstituée tant bien que mal par le général Weygand. Oui, d'abord, puis Juin, puis par le général Juin, Giraud, puis par le général Giraud, et de nouveau par le général Juin. Ce sont les hauts faits de cette armée française, dont les effectifs se sont montés, je rappelle, à 750 000 hommes et femmes. À la fin de la campagne d'Europe, nous avions en France davantage de divisions que les Anglais. Les Anglais, il faut bien le dire, qui avaient aussi d'autres théâtres d'opération et surtout qui étaient épuisés puisqu'ils avaient continué la guerre depuis le début. La propagande gaulliste a été, depuis le début, une série de mensonges éhontés qui se contredisent les uns les autres. Je voudrais citer comme preuve unique, vous avez parlé du mémorial, je n'y suis pas allé, je n'irai pas, mais j'ai vu, moi, dans un musée que je ne citerai pas, un faux appel du 18 juin. La France a perdu une bataille, la France n'a pas perdu la guerre. Ce n'est pas ça l'appel du 18 juin, c'est un faux appel du 18 juin et on a poussé le culot, tel que je l'ai vu un jour, à rajouter en souscription 18 juin 1940, en grosses lettres, et en dessous il y a marqué Carlton Gardens, alors que tout le monde sait, tout au moins les historiens consciencieux, que le général de Gaulle n'a pas mis les pieds à Carlton Gardens avant le 27 juillet. Par conséquent, il s'agit d'un faux en écriture publique. Et tout le reste est pareil, je pourrais le démontrer. Oui. Donc cet appel du 18 juin est un faux appel du 18 juin, et pourtant c'est celui qui est reproduit dans beaucoup d'ouvrages, dans quelques livres scolaires, etc. etc. Et dans toutes les mairies. Alors qu'en fait, et dans toutes les mairies. Alors en fait, que cet appel-là, il n'a été, comment dirais-je, écrit que fin juillet et publié début août à Londres. Il a été placardé dans Londres, il n'a jamais fait l'objet d'une émission de la BBC. Le véritable appel du 18 juin, pour qu'il soit bien clair, commence par les chefs qui depuis de longues années sont à la tête de nos armées ont formé un gouvernement. Ce gouvernement s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat, etc. Il est intégralement dans votre livre, La légende gaulienne. Bon, ça c'est un des reproches qu'on peut faire à De Gaulle. Vous en faites un autre beaucoup plus grave, c'est que vous écrivez que le général de Gaulle, finalement, n'a eu qu'un objectif depuis le début de son aventure, c'est la conquête du pouvoir. Le pouvoir, tout le pouvoir, et tout de suite, et pour lui tout seul. C'était son but, son unique but. Et il a sacrifié toute espèce de choses qu'il aurait été normal qu'il fît, comme par exemple de se bagarrer un peu contre les Allemands. Alors, ce qu'il y a de très curieux sur le plan pratique, le général de Gaulle, quels ont été ses hauts faits? Eh bien, il a tiré sur les Français à Dakar, puis au Gabon, pendant environ un mois. Les pertes se sont élevées dans les troupes de Vichy à entre 20 et 100 selon les sources. Et en Syrie? Et en Syrie, 1300 tués, rien que pour les troupes de Vichy. Un carnage parmi les Australiens. Les FFL, naturellement, ont eu des pertes aussi, devant lesquelles il faut s'incliner, qu'il faut respecter. Et les Australiens
et les Indiens ont fait le reste. Et je parle de choses dont j'ai été témoin. Voilà. Et alors vous dites, au début de votre livre, vous évoquez les vraies raisons, selon vous, du départ pour Londres du général de Gaulle en juin 40, c'est-à-dire que quand il n'est plus repris par le gouvernement formé à Bordeaux d'abord par le maréchal Pétain comme secrétaire d'État à la Défense, ce qu'il était dans le gouvernement précédent de Paul Reynaud. Pendant 11 jours. Voilà. Et vous lui prêtez ce propos qu'il aurait tenu, je crois, au général Spears. Ils ne veulent pas de moi, je fous le camp. Il a tenu un autre propos au général Spears, au même endroit où ils se sont rencontrés dans la nuit du 16 au 17, dans le porche de la mairie de la préfecture de Bordeaux. Le général de Gaulle aurait dit à Spears: je ne fais pas partie du gouvernement, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est de retourner en Angleterre, parce que sans ça, ça va mal aller pour moi. Et puis il ne voulait pas être sous les ordres de Weygand, si vous... Il avait tout à craindre. Non pas que le général Weygand fût un homme vindicatif ou hargneux, mais pendant les 11 jours, De Gaulle a été sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Il s'est bagarré pendant 3 fois avec le général Weygand, et en tant que membre du gouvernement, il l'a pris de très haut avec celui qui était quand même le commandant en chef. Alors, ce genre de choses, supportées en silence dans l'instant, mais on peut s'attendre par la suite à quelques retombées, qui ne sont pas outrancières en général. Alors, Michel Boisbouvier, que pensez-vous de cette façon de voir les choses, d'analyser la personnalité et les ambitions du général de Gaulle? Comment vous réagissez à ce qu'a dit le colonel Michelet? Je suis évidemment à l'opposé. Je pense que l'ambition de Gaulle est une ambition pour lui-même, mais c'est surtout une ambition pour la France. Et c'est vrai pour Bonaparte, c'est vrai pour Louis XIV. On ne sait jamais quand un homme est ambitieux dans la fonction de commandement qu'il a, si c'est pour lui-même ou si c'est pour sa mission. Je trouve que si on compare par exemple De Gaulle à Bonaparte, on est obligé de reconnaître que De Gaulle a démissionné le 21 janvier, je crois, ou le 20 janvier 1946, tandis que Bonaparte s'est fait nommer empereur à la fin du consulat. Donc on n'est pas dans la même perspective. Si De Gaulle voulait le pouvoir pour lui-même, il n'aurait pas pris le risque de démissionner le 20 janvier 46. Il s'attendait peut-être à ce qu'on le rappelle beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait, mais il prenait le risque de ne pas être rappelé. Et effectivement, ce qui s'est produit, il a fallu attendre l'affaire algérienne pour qu'on le rappelle. Il aurait pu mourir entre-temps. Enfin, de toute façon... Là, il avait fait une faute tactique, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a cru effectivement qu'on allait le supplier et qu'on allait lui demander de revenir au pouvoir. Aussitôt. Mais là, évidemment, il a eu la traversée du désert. Bon. Mais là encore, étant donné que, comment dirais-je, son ambition était de réformer la Constitution de la République, il a pu vouloir revenir pour transformer cette Constitution qu'il n'approuvait pas, puisque la 4e République avait une Constitution comparable à celle de la 3e, c'est-à-dire pas de chef. Et pour le militaire qui était De Gaulle, il fallait que la République ait un chef. Bon, et comme il a dit à propos d'Albert Lebrun, pour qu'il ait été le chef de l'État, il aurait fallu qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Mais les choses vont ensemble. S'il n'y a pas de chef dans l'État, s'il n'y a pas de chef de l'État, il n'y a pas d'État. Et ça, c'était la visée constitutionnelle de Gaulle. Je pense qu'en 46, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à imposer ses vues sur la Constitution. Il a préféré se retirer et attendre qu'on le rappelle pour, effectivement, obtenir la Constitution. Donc, était-il ambitieux pour lui-même ou pour la France? C'est indécidable. Mais de toute façon, je crois quand même que la personnalité de Gaulle
est entièrement d'un homme qui se dévoue corps et âme à sa mission. Voilà. Et sa mission, c'est de mettre la France au rang des vainqueurs. Et vous disiez que... Avec de faibles moyens. Avec des moyens dérisoires, mais la France libre quand on dit qu'il a passé son temps à se disputer avec Roosevelt et avec Churchill, c'est tout à fait vrai. Et c'est l'essentiel de ses mémoires, et c'est l'essentiel de son Odyssée. Mais c'était pour que la France ait un rang de vainqueur. Or, ce n'est pas négligeable d'avoir eu un rang de vainqueur. Je pense que c'est même très important. Et d'ailleurs, De Gaulle fait partie de notre patrimoine national, et j'aimerais bien que Pétain y revienne, parce que je crois que les grands hommes sont ce qu'il y a de plus important pour unir une nation. Alors, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur les motivations du général de Gaulle. Pour Louis-Christian Michelet, c'était la volonté de conquérir le pouvoir. Pour vous, c'était l'ambition pour la France. C'était l'ambition pour la France. D'ailleurs, même à l'époque sous l'occupation, on blaguait beaucoup et on disait De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc. Mais ça traduit cette idée-là, cette mystique-là. C'est tout à fait vrai. Quand De Gaulle est reçu par Roosevelt en janvier 43, Roosevelt, en bon américain, lui dit mais qu'est-ce qui vous prend de vous enfin je ne sais pas, j'y étais pas, mais je suppose que ça a tourné autour de ça. Vous ne pouvez pas vous prendre pour la France puisque vous n'avez pas été élu par aucune instance, pas même par un comité de Théodule, en gros. Et la réponse de Gaulle a été de dire mais la France ce n'est pas des élections, la France c'est Jeanne d'Arc. Ah voyez. Pour un démocrate, c'est une mystique. Bizarre, quand même. Et effectivement, alors Roosevelt n'a pas compris ça. Il a pris De Gaulle pour un exalté, et effectivement, il ne l'a pas soutenu. Il a été très longtemps avant de l'adopter. J'émets des doutes sur l'authenticité de cette anecdote et de ces propos échangés. Mais le point que je voudrais souligner, c'est que si De Gaulle avait voulu autre chose que le pouvoir personnel, il aurait commencé par combattre l'Allemagne même avec de très faibles moyens. Et je démontre dans mon bouquin et dans plusieurs autres qu'il en a eu maintes fois l'occasion. Par exemple, quand le général Monclar a remporté la victoire à Massawa en Érythrée et que De Gaulle en a déduit qu'il avait suffisamment de troupes pour créer une nouvelle division française libre avec un effectif de 5 ou 6 000 hommes, il aurait pu lancer cette division sur Rommel, qui venait d'arriver à la frontière de la Libye et de l'Éthiopie, et il aurait pu faire figure honorable au milieu des troupes britanniques qui ont lancé une offensive le 15 mai, puis le 15 juin, et ensuite continuer avec les Britanniques à taper, non pas sur des Français, mais sur les Allemands. Je n'ai encore pas compris, au bout de 70 ans de réflexion, je n'ai encore pas compris ce que De Gaulle avait à faire de taper sur l'armée française au lieu de taper sur les Allemands. Voilà. Et vous dites qu'il n'a pas fait grand-chose pour renforcer les effectifs de la France libre. Mais en tout cas, ce qui vous rapproche, c'est que vous défendez, encore une fois, fait à l'appui, la mémoire du maréchal Pétain. À la fois sur le problème de l'armistice, que même De Gaulle, d'ailleurs, va reconnaître bien après comme une nécessité. L'armistice qui nous a laissé la zone sud, sans occupants, qui nous a laissé l'Afrique du Nord, futur sanctuaire de la reconquête, qui nous a laissé l'Empire et qui nous a laissé la flotte. Donc, c'est incontestable que l'armistice a été une décision utile, une décision nécessaire. Bon. De Gaulle n'a jamais reconnu ça. De Gaulle a toujours dit qu'il aurait préféré la capitulation, ce qui était une ineptie. Au début, mais après, il a nuancé, il a dit au général Audy qu'en gros, bien sûr que l'armistice était nécessaire, mais je ne peux pas le crier sur les toits. Bah, évidemment, parce que sa légitimité, entre guillemets... Donc, n'avouez jamais que l'armistice ne pouvait pas être évité. Oui, voilà. Voilà, oui. Mais en fait, il était convaincu, au fond de lui, qu'on ne pouvait pas faire autrement, et que c'était la moins mauvaise solution. Et je suis en train de lire le C'était De Gaulle de Perfit, en 3 volumes assez longs, et on entre dans la psychologie du personnage de façon très près, et je me souviens de ce passage où De Gaulle dit à Perfit, mais la réalité ne compte pas, il faut faire comme si. Et quand De Gaulle condamne l'armistice, il fait comme si l'armistice n'était pas nécessaire. Voilà. Alors, sur l'entrevue Hitler-Pétain à Montoire, bon, la même chose,
vous reconnaissez que ça a été en fait un Verdun diplomatique, que c'est le maréchal qui a roulé Hitler et non pas l'inverse, hein, c'est ce que souligne aussi Philippe Prévost dans Le Temps des compromis, et que ce fait-là a été reconnu, Philippe Prévost en donne le document, par l'entourage même du Führer, par l'interprète personnel d'Adolf Hitler qui a dit c'est le vieux maréchal qui a roulé le Führer. Ça, c'est une chose. Alors, là où vous apportez beaucoup, hein, où vous complétez déjà les vérités rétablies par le général Le Groignec, Michel Boisbouvier, c'est sur le problème de la déportation des Juifs de France. Là, vous répondez, vous n'avez pas voulu citer tout à l'heure le nom des historiens, mais moi je vais les citer, les historiens auxquels vous ripostez, arguments à l'appui, c'est Robert Paxton, hein, pour son histoire mensongère, n'ayons pas peur des mots, de Vichy, et Serge Klarsfeld, à propos de la déportation des Juifs. Or, il est incontestable que la politique de Pétain a évité le pire, puisque de tous les pays d'Europe, c'est la France où la communauté juive a été, mais de très loin, le plus épargnée. Et je peux vous dire que la première émission que j'ai faite avec mon épouse Annick Marty à Radio Courtoisie, c'était pour recevoir Annie Kriegel, qui était une éminente collaboratrice du Figaro, dont j'étais à l'époque rédacteur en chef, et Annie Kriegel a répété ici ce qu'elle avait écrit avec un courage devant lequel il faut tirer son chapeau, hein, parce que elle était juive, Annie Kriegel, elle avait été communiste, tout le monde peut se tromper, et elle a eu le courage de dire, eh bien, c'est au maréchal Pétain que notre communauté doit d'avoir moins souffert, beaucoup moins souffert que dans tous les autres pays d'Europe. Et vous fournissez les chiffres, vous pouvez les rappeler. Oui, je crois que pas seulement Annie Kriegel, mais aussi Léon Poliakov, qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même le cofondateur du CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, qui dit dans le Bréviaire de la haine, je cite de mémoire, du sort relativement plus clément de la communauté juive française, Vichy fut le facteur prépondérant. Vous voyez? Alors ça, c'est encore plus clair. Et puis, il y a eu un témoignage aussi, c'est celui de François-Georges Dreyfus, que j'ai entendu un jour dire « Si je suis vivant, si je m'en suis sorti, c'est à cause de Vichy, à cause du maréchal. » C'est grâce au maréchal, parce que Et à Laval, je crois que Laval n'était pas du tout antisémite. Pas du tout. On a même dit cette chose amusante. Il a dit, nous, les Auvergnats, les Juifs, on n'en a pas peur, on est pire qu'eux. C'est assez joli, c'est assez joli. Et Laval a beaucoup soutenu l'action du maréchal, et René Bousquet, alors, on y vient. René Bousquet a été un élément extrêmement efficace de cette protection. Effectivement, il a passé un troc avec Auberg et Knorren. Knorren, qui étaient les chefs de la police politique. C'était les chefs SS. Ça. Le général Auberg ne parlait pas bien le français. Il s'en remettait à Knorren, qui était au contraire assez francophile et très francophone. Et ça s'est passé, je crois, le 2 juillet 42, donc 15 jours avant le Veldiv. Il y a eu un troc. Et il faut rappeler ça. Comment ça s'est passé Bousquet délégué par le secrétaire général de la police, le ministre était en fait le ministre de l'Intérieur, puisque Laval était en titre, mais il a délégué Bousquet auprès des SS, qui c'est l'avenue Foch, et la discussion s'engage très mal. Bousquet dit non, le maréchal ne veut pas entendre parler de la déportation des Juifs. Et à ce moment-là, Knorren répond, ne craignez-vous pas d'irriter le Führer? Oui. Très important cette phrase. Ne craignez-vous pas d'irriter le Führer? Or, on sait que Knorren était contre cette déportation. Mais là, il a donné un signe à Bousquet. Il lui a dit, si vous ne faites pas un geste, on va au clash, on va à la rupture. Et c'est à ce moment-là que Bousquet répond, puis-je faire une contre-proposition? Parlez. Est-ce que si nous vous livrons les Juifs étrangers, ou apatrides, vous renoncerez à déporter les Juifs français. Et c'est parti sur cette base-là, et c'est pour ça qu'il y a eu le Veldiv, et c'est pour ça qu'il y a eu la déportation de certains Juifs de zones libres.
Mais ce qu'il faut comprendre, et je sais que c'est très difficile aujourd'hui, en 2008, surtout pour les jeunes générations, de comprendre que l'occupant était tout puissant, hein, et qu'il pouvait mais absolument, à tel point il avait la force, il avait tout, il pouvait à tel point que la police française obéissait directement au commandement militaire allemand jusqu'à ce qu'il y ait une entrevue entre Bousquet en mai 42, cette fois, un peu de temps avant la mort de Heydrich, avec Heydrich, oui. Il y a eu une entrevue capitale entre Bousquet et Heydrich qui a eu lieu à l'hôtel Ritz, je crois que c'est le 7 mai 42, et Bousquet a réussi à mettre Heydrich dans sa poche. Oui, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Alors vous racontez cette entrevue, et il y a énormément comme ça dans votre livre, Michel Boisbouvier, de scènes qui étaient complètement ignorées jusqu'ici. Hein, et qui prouve que vraiment le gouvernement de Vichy, et en l'occurrence par l'entremise de René Bousquet, qui était secrétaire général de la police, a fait tout ce qu'il a pu pour limiter dans toute la mesure du possible les déportations des Juifs. Alors c'est trop facile de dire oui, mais enfin c'est bien la police française qui a arrêté les Juifs et qui les a parqués dans le Veldiv, mais il faut savoir aussi que selon les conventions d'armistice, que la police française était tenue d'obéir au haut commandement allemand. Alors peut-être qu'elle aurait dû désobéir et que laisser faire ce sale travail par les Allemands. Ça, oui, là-dessus, c'est incontestable. Ça aurait été pire, il y aurait eu moins de fuites. Mais justement, parce que ce qu'on ne veut pas rappeler, c'est que beaucoup, en tout cas un certain nombre de policiers français, ont prévenu les Juifs, hein, dans le Marais, etc., pour dire foutez le camp. Et ça, c'est certainement pas les SS qui l'auraient fait. Les Allemands avaient un plan de 28 000 personnes et n'ont réussi à en arrêter que 13 000. Où sont passés les 14 000 ? Manifestement, ils ont été prévenus. Et si les 14 000 ont été prévenus, comment se fait-il que les 13 000 ne l'aient pas été ? En réalité, ils l'ont été. Seulement, beaucoup de malheureux se sont posé le problème. Où peut-on aller ? Nous n'avons nulle part où aller, nous n'avons pas l'argent pour nous déplacer, nous en aller loin, c'est pas possible, donc on reste là quoi qu'il puisse arriver. C'est une crise de résignation plus ou moins bien motivée. Alors, il faut nous identifier, chère Françoise, oui, et puis lire quelques messages qui arrivent très très nombreux et rappeler qui nous recevons pour l'heure. Voilà, alors vous écoutez Radio Courtoisie, nous recevons ce soir Louis-Christian Michelet pour son livre « La légende gaulienne » et Michel Boisbouvier pour « Pétain, trahison ou sacrifice ». Alors, le premier message, c'est je rappelle que le général Groignac a été souvent l'invité de Radio Courtoisie et qu'il a bien expliqué aussi l'histoire du faux 18 juin. Un auditeur, je me suis rendu dans 2 médiathèques. J'avais demandé l'ouvrage du général Le Groignac intitulé « Mermoz l'Archange ». Et la personne m'a mis carrément à la porte en me disant il faudrait que ça puisse intéresser les gens. En plus, il était pétiniste. Il était croix de feu. Il était croix de feu, mais il ne pouvait pas être pétainiste puisqu'il était mort avant que Pétain. Voilà, mais oui. Et je lis le message. Il adhérait au PSF du colonel de Larocque. D'un autre auditeur, Monsieur Michelet est en parfait accord avec la thèse soutenue par Jacques Laurent dans Mauriac sous De Gaulle, que devrait lire son contradicteur. Alors ensuite, Jean Gabin s'est engagé dans l'armée d'Afrique alors qu'il était aux USA à l'époque pour combattre avec l'armée française. Un autre témoignage. Mon père, officier de marine, ingénieur, travaillait à l'arsenal de Toulon, fabriquant soi-disant des gazogènes, en fait des mines antimagnétiques destinées à la résistance intérieure. Communistes et gaullistes ont dénoncé l'activité comme étant destinée aux Allemands, ce qui a provoqué la dispersion de l'atelier et à la libération, la grande majorité des employés ont été traduits en justice. Alors pour en finir avec cette tragédie des Juifs déportés, hein, et les efforts qu'ont fait vraiment les autorités françaises, René Bousquet en tête, et tout ça est raconté dans le livre de Michel Boisbouvier, Pétain, trahison ou sacrifice, ça l'est également dans le livre du fils de René Bousquet, Guy Bousquet. Eh bien, le professeur Dreyfus, monsieur Boisbouvier,
qui a préfacé votre livre. Et nous l'avons entendu. J'étais présent quand au Centre Charlier, comme vient de l'évoquer Philippe Prévost, il nous a dit « Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est grâce au maréchal Pétain, parce que c'est un des préfets de Vichy qui m'a fourni les faux papiers pour m'éviter la déportation. » Il faut dire entre parenthèses d'ailleurs qu'une trentaine de préfets de Vichy ont été déportés. Donc c'est trop facile aujourd'hui d'accabler le maréchal et le gouvernement de Vichy qu'on fait le possible et quelquefois l'impossible pour sauver un maximum de juifs. Il faut d'ailleurs rappeler que jamais les juifs n'ont porté l'étoile jaune en zone libre, en zone sud, et même après l'occupation de la zone sud, ils ne l'ont pas porté. Voilà, ça il faut quand même rétablir des vérités et river son clou un peu à monsieur Serge Klarsfeld, entre autres. Alors on arrive à un moment crucial de cette histoire. C'est 8 novembre 1942, c'est le débarquement allié en Afrique du Nord. Alors la grande question qui se pose et qui a été évoquée très bien par François-Georges Dreyfus, Pétain a-t-il eu raison ou tort de ne pas partir pour Alger? Alors, je vais vous résumer, et M. Michel Boisbouvier et M. Michelet apporteront évidemment leur point de vue. En substance, François-Georges Dreyfus nous a dit qu'il a eu tort pour la France et pour sa gloire personnelle. Ce qu'a d'ailleurs confié De Gaulle en disant, s'il était parti, eh bien, à la Libération, il aurait pu descendre les Champs-Élysées sur un cheval blanc. Mais, a dit François-Georges Dreyfus, il a eu raison pour les Français, et c'est là où apparaît le terme de sacrifice, car s'il était parti pour Alger, il est incontestable que les risques de représailles contre la population française et contre les prisonniers français en Allemagne, qui étaient 1 500 000, et contre les travailleurs français en Allemagne, tous les jeunes qui étaient partis en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, et ils étaient 7 ou 800 000, auraient pu avoir des retombées absolument dramatiques. Et c'est pour ça que le maréchal Pétain est resté, quitte effectivement à y perdre sa gloire et à risquer ce qui lui est arrivé à la Libération, le procès inique et l'image salie encore aujourd'hui. Michel Boisbouvier, je vous rends la parole. Bien, j'ai plus grand-chose à ajouter. Vous avez dit l'essentiel. Effectivement, cette notion de sacrifice est absolument fondamentale. La seule chose que j'ajouterais, c'est que la métaphore de l'épée et du bouclier est très bonne et très intéressante. J'en ai trouvé une autre, je ne sais pas si elle vous plaira, c'est celle de l'âme et du corps. Il fallait, si vous voulez, comme on me l'a appris dans mon enfance dans la religion, l'âme et le corps existent dans un divorce. C'est-à-dire que le corps est quelque chose qui pèse, quelque chose de lourd, et l'âme est quelque chose de léger. Et si on les confond, on ne vit pas une vie morale normale. Et De Gaulle, c'était l'âme de la France, et Pétain, c'était le corps. Il fallait défendre le corps, il fallait défendre l'âme. Je pense que c'est la meilleure métaphore. Et si De Gaulle était parti, bien entendu, nous aurions eu à la tête de la France un Gauleiter, avec... Pétain était parti. Si, qu'est-ce que j'ai dit si De Gaulle si Pétain, pardon pour ce lapsus, si Pétain était parti, nous aurions eu à la tête de la France un Gauleiter, et je crois que ça aurait été terrible pour les Français. Alors c'est facile, tant d'années, tant de décennies après, de jeter la pierre, de juger d'une façon légère, et de, comment dirais-je, et de faire du mot de Pétain l'équivalent d'une traîtrise, et ça c'est inadmissible. C'est pour ça que beaucoup de Français ont été choqués qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice, pas un mot n'ait été consacré au maréchal Pétain. Si, dans un téléfilm diffusé sur France 2, on a laissé entendre que par rapport à d'autres chefs militaires comme Nivelle, il avait été très très humain et économe de ses hommes. Point. Un point, c'est tout. Michelet, Monsieur Michelet, qu'avez-vous à dire à ce propos? Le maréchal Pétain ne pouvait pas partir en novembre 42
pour l'unique raison qu'il avait promis aux Français de rester avec eux pour les protéger jusqu'au bout, quoi qu'il puisse arriver. La seule question qu'on peut se poser utilement, à mon avis, c'est de savoir est-ce qu'il n'aurait pas bien fait de donner lui-même à la flotte l'ordre de regagner l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, ou enfin de sortir de Toulon, en temps utile. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question et j'ai trouvé chez les spécialistes une opinion qui m'a à peu près convaincu, c'est que finalement, si la flotte était partie, ça ne se serait pas passé sans casse à Toulon et dans les environs en Méditerranée, et que finalement, les Allemands auront fait des représailles extrêmement cruelles sur le peuple français. Donc contrairement à ce qui apparaît à première vue, il a sans doute mieux valu qu'il ne donnât pas un tel ordre. Moi, je pense que c'est pour ça que le gouvernement de Vichy, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, fut le moindre mal par rapport à un Gauleiter. Je pense que Pétain nous a évité le pire. Alors, il faudrait quand même qu'on le reconnaisse aujourd'hui. Alors, ce que j'ai apprécié dans le livre de Michel Boisbouvier, pour réconcilier un peu Pétain et De Gaulle, c'est un peu réconcilier aussi les Français, Michel Boisbouvier. Et vous écrivez très bien dans une récession de votre livre, « Chacun sait que les pétainistes détestent De Gaulle, mais vous affirmez ils ont tort, car derrière un anti-pétainisme déclaré, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le répéter, se cache chez De Gaulle un pétainisme latent. Il suffit de voir ce qu'il a dit à Ordic, au colonel Rémy, à Murat, à l'EI2, etc., etc. Et vous ajoutez, ça c'est peut-être plus difficile à admettre, en laissant condamner Pétain, malgré qu'il en ait, De Gaulle n'a fait qu'obéir à sa mission de rendre à la France son statut de vainqueur à part entière. Pour que De Gaulle ait raison, il faut que Pétain ait tort, telle est la loi de la guerre manichéenne par nature. Ça, c'est quand même difficile à admettre. Je crois que la guerre est manichéenne. Il y a des morts, hein. Il y a des morts. Bien sûr, bien sûr. Et si vous voulez entraîner des hommes dans un combat, il faut pas hésiter. Il faut avoir la foi. Je pense que c'est ça que c'est son statut de chef. Si De Gaulle n'avait pas été militaire, il n'aurait pas existé. Seul un militaire peut comprendre ça. Mais à la fin, quand Pétain va venir à Paris en mars ou avril 44, acclamé par des millions de personnes, et quelques mois après, les mêmes, peut-être, ou d'autres, mais une partie des mêmes, vont acclamer le général de Gaulle, c'était peut-être l'occasion pour De Gaulle de dire ce que la France devait au maréchal Pétain. Parce qu'il ne manquait pas de courage, De Gaulle, en tout cas de courage verbal. Eh bien, il aurait pu le faire. Et puis en 1945, je vous rappelle quand même que De Gaulle n'était pas chef militaire, il était chef d'État. Et un chef d'État ne peut pas se permettre, contrairement à M. Bush, de diviser le monde en bons et en méchants. Voilà. Ça, c'est de la stupidité. Et on voit où ça nous a conduit, où ça a conduit M. Bush. Il fallait réconcilier les Français, comme l'a fait Henri IV. Exactement. Après les guerres de religion. C'est ce que lui a reproché Weygand, mais à mon avis, c'était impossible, c'était trop tôt, il y a eu trop de morts, il y a eu trop de haine. Mais je pense que c'était trop tôt. Trop de haine répandue par qui? Et puis alors, à mon avis, à mes yeux, les deux grandes tâches sur le nom et l'honneur du général de Gaulle, les deux grandes tâches, c'est d'avoir ramené les communistes au pouvoir en 1945, parce qu'on en paye encore le prix très lourd, d'avoir fait du déserteur Thorez un vice-président du Conseil, ministre d'État, avec 5 autres ministres communistes, qui nous ont imposé ce qui nous coûte si cher aujourd'hui, les statuts privilégiés de l'EDF, de Gaz de France, de la SNCF, etc., etc. Et puis, surtout, peut-être, le largage de l'Algérie, alors que nous avions gagné la bataille sur le terrain. Je n'ai jamais cru, moi, je vous le dis franchement, à l'Algérie française. Je n'y ai jamais cru, à cause de l'islam. Bon, l'islam, vous l'assimilez pas, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc, j'ai pas cru à l'Algérie française. En revanche, ayant gagné la guerre, ayant gagné la bataille sur le terrain, on pouvait donner à une Algérie indépendante un avenir
un avenir solide il y avait des tas de musulmans francophiles qui étaient partisans de l'indépendance mais qui n'étaient pas anti-français, et il a largué à la va-vite au plus primaire des égorgeurs, au FLN, il a tout largué pour se débarrasser. Alors ça, je crois, ça c'est quand même une tâche qu'il est difficile d'effacer. Et pour un chef militaire, il a largué les harkis. Oui, ça fait partie. Ça a été le comble de tout ce qu'on peut imaginer. Les 150 000 harkis massacrés, les milliers d'Européens enlevés, et tout ça, parce que l'armée française restait arme au pied, ça c'est pas. Si vous lisez lisez le C'était de Gaulle de Perfit, je l'ai lu. Vous l'avez lu, oui. On comprend mieux quand même. On comprend mieux que ça a pu se passer. C'est que l'OAS a faussé les négociations d'Évian. Oui, un peu. Il y a eu aussi autre chose. Vous voyez, moi, je ne suis pas, je ne suis pas manichéen et je ne suis pas injuste. En fait, les gens à qui nous avons donné le pouvoir et qui sont entrés dans Alger, le GPRA de Tunis était constitué de Kabyles. Moi, j'y étais. J'étais je sais plus, je crois que c'était le 7 juillet ou le 4 juillet 1962. J'étais à Alger, comme j'y étais d'ailleurs en 58, le 4 juin 58, pour le Je vous ai compris. Eh bien, les gens qui sont entrés, c'est les gens du GPRA, avec Krim Belkacem, Ben Reda, etc., qui étaient des Kabyles qui sont battus durement et courageusement contre nous, mais qui n'avaient pas la haine des Français, qui n'étaient pas anti-français, et avec qui on aurait pu peut-être bâtir je dis bien peut-être. Et ces gens-là ont été éliminés par leurs frères, entre guillemets, qui s'étaient réfugiés en Tunisie, Boumedienne qui est arrivé avec ses blindés et des milliers d'hommes qui ne s'étaient jamais battus parce qu'ils n'avaient pas pu franchir le barrage électrifié, et ces gens-là ont écrasé les derniers maquis kabyles dans la Wilaya 3 pour s'ouvrir la route et le pouvoir à Alger. C'était Boumedienne et Ben Bella, les gens complètement vendus au monde arabe. Et voilà aussi ce qui a pu peut-être changer les choses. Et ça, on ne l'a pas assez souligné. Parce que moi, j'étais avec Jean-François Kahn dans la Wilaya 3 et j'ai vu les troupes de Boumedienne écraser sous le feu de ces canons les derniers maquis kabyles fidèles au GPRA de Ben Reda. Alors peut-être ça aurait changé les choses. Je dis bien peut-être. Enfin voilà. En tout cas, messieurs, je crois que vous avez fait tous les deux un travail considérable. Et j'invite nos auditeurs à se procurer le livre de Michel Boisbouvier, Pétain, Trahison ou Sacrifice. Ça va leur apprendre énormément de choses qui ont été étouffées, qui ont été caviardées, comme on dit vulgairement, et aussi, parce que ça donne matière à réflexion, l'ouvrage de Louis-Christian Michelet, La légende gaulienne. Les deux livres, je le rappelle, étant publiés aux éditions Godefroy de Bouillon. Et je rappelle pour mémoire, donc, sur la crise politico-religieuse, la condamnation de l'action française par le pape Pie XI, le livre de Philippe Prévost, qui vient de paraître alors à la librairie canadienne. Voilà, vous savez, là, il y a de quoi offrir de jolis cadeaux de Noël, des cadeaux tout à fait intéressants, et je pense qu'il est important que les jeunes générations soient plus au courant de ce qui s'est réellement passé que ce qu'on a pu leur enseigner à l'école, au lycée ou à l'université. Et je crois que pour la mémoire de la France et la cohésion des Français, on a tellement besoin de se serrer les coudes. En tout cas, vous n'avez pas fait des livres pour relancer, comme je l'ai dit, les guerres franco-françaises. Nous avons un témoignage d'un lycéen qui dit que malheureusement, dans les cours d'histoire au lycée, on enseigne que Pétain a trahi la France. Voilà. Et voilà, ça continue. C'est pour ça qu'il est important. C'est l'école laïque. D'enfoncer le clou. Il faut que, mais la vérité finira par se faire jour. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre. Je ne dirais pas combien de siècles. Mais on finira par rendre justice